Bonjour à tous, bienvenue chez Belco. On reçoit aujourd'hui Arnaud Cos, producteur de café dans la plantation Las Tolas en Équateur. C'est donc l'occasion pour nous de partager un petit peu son expérience café. Arnaud, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire café, comment tu es venu à produire du café en Équateur? Après des études d'agronomie tropicale, j'ai décidé de me spécialiser dans le café. Déjà les premiers stages, Costa Rica, quelques stages en Afrique aussi, au Kenya. Et j'ai décidé donc par la suite de me spécialiser dans le café. Donc recherche, à la fois plantation, à la fois organisation de producteurs, projet de développement, plusieurs projets en Afrique, Gabon, Guinée, en Amérique centrale, Salvador, où on a monté l'association des cafés spéciaux, Itzalco, une coopérative de producteurs, puis République dominicaine, caractérisation de tous les cafés de la République dominicaine. Et entre-temps, quand on explique aux producteurs que le café peut être rentable et peut devenir une passion, évidemment, il faut le montrer soi-même. Et j'ai donc décidé d'investir dans une plantation de café. Après avoir réfléchi pas mal de temps, j'ai choisi plutôt une origine qui n'était pas connue, donc l'Équateur, où le café avait tendance à disparaître, et à chercher des conditions extrêmes pour une plantation, pour essayer d'avoir un café vraiment très différencié par rapport aux autres. Donc probablement difficile à produire, mais obtenir un produit différent et exceptionnel après avoir étudié un petit peu tous les déterminants de la qualité pour pouvoir faire un bon café. Donc en fait, si je résume, en fait, toi tu as vraiment œuvré toute une première partie de ta vie pour valoriser la diversité des cafés produits dans le monde, à travers notamment le projet en République dominicaine où tu as cherché à valoriser l'identité des terroirs présents en République dominicaine avant de choisir ton terroir. Oui, le choix du terroir s'est fait sur la base justement des déterminants de la qualité. Les plus classiques, disons évidemment l'altitude, le type de sol, l'ensoleillement, etc. Essayer avec tout ça de trouver l'endroit idéal. Pas l'endroit idéal pour produire beaucoup de café, mais l'endroit idéal pour faire un café vraiment très différencié. Alors si aujourd'hui tu devais nous présenter ta plantation et nous dire pourquoi Las Tolas est justement un lieu de culture idéal du café. Est-ce qu'il y a un type de sol absolument particulier qui fait que ça donne un café incroyable? Est-ce que ce sont les conditions climatiques? Au départ, c'est un peu comme mettre plusieurs calques les uns sur les autres. Je dis, j'évite certains terrains, il me faut de l'ensoleillement, etc. Et de l'altitude, donc des températures. Le problème, c'est qu'en Équateur, sur les pentes des Andes, il y a toujours des nuages, donc il y a la forêt de nuages. Il faut se situer juste en dessous de la forêt de nuages pour ne pas être dans la brume tout le temps avec des problèmes de maladie, puis de manque d'ensoleillement, etc. Et après avoir cherché un petit peu sur cette base-là, être le plus haut possible sans être dans les nuages, et je tombe sur un endroit où la mer de nuages qui arrive depuis le Pacifique et qui contre les Andes est trouée à un endroit, probablement un endroit justement où les Yumbos, donc la civilisation qui a laissé des vestiges sur la zone. Excusez-moi. Et ces gens-là se sont probablement installés là pour deux raisons. L'une, probablement pour faire de l'agriculture, parce que c'est plus facile de faire de l'agriculture quand on a du soleil à une certaine altitude, oui, cultiver du maïs, etc. Mais surtout, je pense que c'était un peuple qui avait de fortes connaissances en astronomie et qui avait besoin de voir les étoiles le soir. Donc c'est vraiment très très typique dans la zone de la plantation de Las Tolas. Il y a une micro-zone qui est un trou dans la mer de nuages et qui permet au soleil de pénétrer. Donc du soleil, l'altitude entre 1600 et 1900 mètres, juste avant les nuages et avec ce trou dessus. Et puis bon, évidemment, les sols, à cet endroit-là, on bénéficie de sols. Il y a 12 mètres de cendres volcaniques sous les pieds, avec les différentes éruptions des différents volcans, du Pululawa d'un côté et du Pichincha avec les éruptions récentes, qui ont la dernière éruption il y a moins de 10 ans, qui apportent sans arrêt des éléments nutritifs et qui évitent d'utiliser des engrais. D'accord. Et comment tu caractériserais les cafés que tu produis aujourd'hui sur Las Tolas à travers tout ce terroir? Parce que nous, chez Belco, on considère que l'identité d'un terroir,
c'est vraiment l'union d'un homme et d'un lieu, en fait. Et l'homme a une emprise importante sur l'identité d'un terroir. Aujourd'hui, comment tu as choisi de magnifier ce terroir de Las Tollas? C'est surtout le fruit de pratiquement 12 ans de différents essais avec différentes variétés, différents modes de culture, puisqu'on est dans une zone extrême pour le café. Donc on ne peut pas appliquer systématiquement tout ce qui se fait, ou le petit livre du manuel du parfait caféiculteur. Il faut s'adapter, et bon, ça a pris 12 ans d'étudier effectivement le terroir et les variétés qui peuvent réagir, et qui peuvent réagir sur le plan de la productivité, mais surtout qui peuvent permettre l'expression du terroir dans la tasse. Et bon, c'est ce qui a été le plus difficile, d'arriver à trouver les différentes variétés qui permettent cette expression du terroir. Après, il a fallu les adapter, très difficile, parce qu'évidemment, comme au niveau température et au niveau humidité, on est quand même dans des conditions, comme je disais, extrêmes. Il a fallu 1, 2, 3 générations de caféiers pour pouvoir arriver à trouver finalement les caféiers qui soient vraiment adaptés à la zone. Donc voilà, 12 ans pour avoir maintenant une première production avec cette expression du terroir qui est due donc à la quantité de soleil reçue dans une zone et qui est quand même relativement humide. Et bon, la qualité du sol est surtout due à l'altitude et à une relativement faible amplitude thermique entre le jour et la nuit. On se trouve avec des températures qui ne sont jamais très élevées, et donc un temps de maturation, c'est un peu comme le raisin. Plus la maturation est longue, et plus on a une concentration des précurseurs d'arômes. Donc là, on va jusqu'à caféiner normalement entre 7 et 8 mois. Là, on va jusqu'à 9-10 mois entre la floraison et la récolte. C'est ce qu'on appelle la nouaison, non? C'est ça? La nouaison, c'est juste après la floraison. C'est ça. Au moment de la nouaison, normalement, bon, selon l'altitude et les types de café, on peut 6, 7, peut-être 8 mois. Nous, on va jusqu'à 9-10 mois de maturation pour avoir des cerises complètement mûres. Et bon, on a la chance en plus que la saison sèche qui a lieu au mois de juillet-août permet à la fin de la récolte une première floraison avec les pluies d'équinoxe qui permettent donc la première floraison. Ensuite, on n'a pas trop de pluie jusqu'au mois de novembre-décembre, ce qui permet normalement aux fleurs de nouer correctement. Après, on a une abondance de pluie évidemment jusqu'au mois de juin, et surtout, à la différence de certains pays, on a la chance de pouvoir récolter en pleine saison sèche. Ce qui veut dire qu'on peut faire en plus le séchage 100% solaire. On n'utilise pas du tout, je pense que c'est le mieux sur des clés avec ventilation. On met évidemment, au lieu de mettre 6 jours pour sécher, on met presque 3 semaines. Mais il n'y a pas, c'est que du soleil. Donc il y a un séchage très très lent qui préserve l'embryon et qui préserve également toutes les qualités du café. Bien sûr. En fait, Arnaud, cette durée de maturation du grain dans le fruit permet, si je ne dis pas de bêtises, de ramener tous les sucres et les acides aminés de la pulpe vers le grain, qui se développeront ensuite en arôme à la torréfaction. Oui, tout à fait. Donc plus on a une maturation qui est longue, plus on aura un café qui sera complexe aromatiquement au niveau olfactif et rétro-olfactif. Oui, après, tout va dépendre au moment de la torréfaction également de comment on utilise ces précurseurs d'arômes. Mais c'est effectivement, il y a une concentration, un passage de la pulpe au grain. Ce passage de la pulpe au grain, on essaie de ne pas le détruire justement après même le dépulpage, puisqu'on fermente naturellement, on ne fait pas de démucilagination mécanique. Et en plus de fermenter, après le lavage, on fait un repos dans l'eau pour favoriser une osmose sur ce qui peut rester de mucilage sur le grain pour faire encore plus de concentration en précurseur d'arôme dans le grain. C'est difficile de rater un café très dur comme ça, puisqu'en plus la densité du grain est exceptionnelle du fait de l'altitude et du fait du temps de maturation. Donc à la torréfaction, c'est difficile de brûler ce genre de café. Une fois qu'on a l'expérience, c'est un café qui va